Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission, cette fois-ci de l'économie expliquée par mon père, en présence du digne père, qui aujourd'hui s'est donc mis, comme je lui disais, en saumon et concombre. Voilà. Saumon sur son lit de concombre, enfin sur son lit de pickles. Oui, je pense que ça doit exister. Il doit y avoir des clubs anglais ou une université qui doit être rose et verte. Salmon and cucumber, sûrement. Et en présence du DAF, qui est revenu, parce qu'aujourd'hui je suis venue à pied. Et il sait que là, il est parti pour 1 heure à gagner durement ses croquettes. Il est de plus en plus blanc. Oui, mon amour. Oui, il remue la queue. Voilà. Alors aujourd'hui, on va vous parler de 2 choses. La première chose dont j'aimerais parler est de refaire un petit point avec l'animal sur ce qu'est l'inflation et ce qu'elle n'est pas, surtout à la manière d'un aveugle qui décrirait un éléphant dans un couloir. Ouh là là, ça a une grande trompe. Ouh là là, ça a des grands yeux. Ouh là là, ça a des oreilles. L'inflation, c'est un petit peu pareil. Dans un second temps, donc on vous annonce, on va vous parler un petit peu de ce qui est en train de se passer, ce qui est absolument fascinant en Asie. Ce que ça implique pour nos monnaies et ce que ça implique pour le système monétaire mondial et les retournements de situation faramineux que cela peut engendrer, évidemment, au niveau économique. Mais après, l'économie étant la source de tout, désolé de vous redire, ça aura des impacts évidemment sur tout, du commerce au sociétal, absolument surtout sur nos vies, parce que c'est quelque chose que les politiques ont du mal à comprendre aujourd'hui. Ils ont tendance à considérer à tort l'économie comme le parent pauvre. Or, on est désolé de vous dire, c'est absolument fondamental. Et ça n'est pas des théories ce dont on vous parle, c'est véritablement parce que c'est la vie. C'est absolument tout, l'échange, le commerce, la création de valeur, c'est tout. L'économie en grec, je crois que en grec ancien, ça voulait dire la gestion de la maison. Moi, ça me va très bien comme définition. C'est une maison, c'est un endroit où il faut essayer de pas dépenser plus qu'on ne gagne. Puis la maison, c'était le foyer. Le foyer, c'est le feu. C'est le feu, et c'est l'endroit où la famille se développait. C'était le centre de la vie, le foyer. Bon. Donc, l'économie, ça me gêne pas qu'on me dise que je suis un spécialiste de la marche de la maison. Ta mère sera surprise, mais moi, non, ça va. Oui, parce qu'il faut savoir qu'en termes de réparation, des petites choses de réparation, mon père, on lui donne un outil, il en perd un, il en casse 2 autres, et au milieu, il s'est pété 3 doigts. Donc. J'ai 2 mains gauches. Allez. Voilà. Heureusement qu'il a un bon cerveau. Voilà. On peut pas tout faire. Voilà. Alors, j'ai été particulièrement surprise cette semaine par une déclaration de François Ruffin, que vous trouverez, qui était chez Russell Krief, et qui parlait de l'inflation en ce moment, et qui disait, voilà, l'inflation actuelle, alors déjà, il y a 2 choses dans la vie. Il faut parler, quand on parle de hausse des prix, vous serez gentil, si vous n'êtes pas des demi-gigots, de parler de hausse des prix. Si on parle de la hausse de paquets de pâtes, ça ne s'appelle pas de l'inflation. L'inflation, quand on a ouvert un livre et qu'on n'a pas simplement un bac d'eau chaude et un bac d'eau froide, c'est la hausse de la masse monétaire. Donc vous seriez gentil, si on vous aura appris quelque chose, quand vous parlez d'inflation, de parler d'inflation pour parler de la hausse de la masse monétaire. Si vous voulez parler de la hausse des prix, il y a ce mot-là que je viens d'employer, la hausse des prix. N'employez pas le mot inflation, ça n'est pas le bon mot. Voilà. Et en général, l'inflation monétaire précède la hausse des prix. Et parfois, il n'y a pas de hausse des prix après une inflation monétaire, mais c'est assez rare. Et toutes les hausses de prix, les vraies hausses de prix dans l'histoire, celles qui sont maintenues, qui ne sont pas retombées après, ont été précédées par une période d'inflation. Donc, encore une fois, comme le disait ce brave Milton Friedman, Kling, l'inflation est toujours et partout un phénomène monétaire. Parce que ce qu'il disait, c'était une vérité, c'est que l'inflation, c'est la hausse de la masse monétaire. Et c'est suivi parfois d'une hausse des prix. Alors là, reprenons. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu, dans un premier temps, le Covid. Attends, ça avait commencé avant le Covid, parce qu'en 2012, quand il y avait eu la crise, on avait déjà doublé ou triplé la masse monétaire pour permettre l'euro. J'allais y venir sur la BCE, oui. Mais c'est parce que les gens, dans l'acceptation de cette hausse des prix, disent « Oui, à cause du Covid, on a eu des restrictions, parce que c'est vrai que des trucs sont restés bloqués, ce qui a entraîné, dû à un effet d'offre et de demande, la rareté de l'offre, et donc une hausse des prix. Hausse des prix qui, là, était conjoncturelle. Oui, absolument, qui pouvait disparaître dès que c'était fini, quoi. Après, on a la hausse de prix structurelle qui est amenée depuis 2012, 10 ans. Depuis 10 ans, par l'accroissement constant et volontaire de la masse monétaire par la BCE. Oui.
Qui était la seule façon de faire tenir l'euro. Alors, pourquoi c'est la seule façon de faire tenir l'euro ? Parce qu'ils payaient les gens des pays qui avaient des problèmes dans l'euro, la Grèce, la France, l'Italie, l'Espagne, ils achetaient leurs papiers obligataires, sans ça personne ne les aurait achetés. Et donc ça permettait à l'euro de rester, parce que les taux entre le taux français et les taux allemands ne s'écartaient pas trop, puisque la BCE achetait. Et donc ça permettait à la France de se financer ses déficits à la noix, avec des taux à 0 ou à 1, ce qui fait que c'était pas cher et qu'on pouvait continuer à payer les gens de rien foutre. Mais à partir du moment où les Allemands disent 8% d'inflation, c'est insupportable, je vais monter mes taux à moi, tout le monde est obligé de suivre, et si les taux italiens arrivent à 4, 5, 6, pof, l'Italie saute. Est-ce que tu as vu, j'ai lu un papier hier qui était dans le Figaro, donc a priori c'est une source confirmée, que l'Italie essayait de renationaliser sa dette. Donc, vous vous en souvenez, on vous en a parlé il y a 2-3 émissions, celle sur les questions, et puis l'émission qu'on avait fait sur l'Italie, que l'Italie était détentrice déjà de sa dette en grande partie. Et là, elle veut encore faire un effort. Et c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. C'est-à-dire qu'elle joue peut-être le jeu, l'italienne, de oui, j'aime l'Europe, bisous partout, sur cœur sur toi, mais en attendant renationaliser sa dette, ça veut dire qu'on envisage possiblement de sortir de l'euro. Voilà ce que ça m'envoie comme message. Ne soyons pas candides. Bon. Alors, l'autre chose aussi qu'il faut dire quand même qui est importante, c'est que les néo-keynésiens, eux, donc que sont tous ces instituts Rousseau. Et alors attends, je ne sais pas si tu as vu, ils ont créé un institut La Boétie, alors là ça devient formidable, qui est mélanchoniste. Et alors là, ils ont réussi, ils ont sorti des études, encore une fois, comme disait Churchill, je ne ferai pas confiance à des statistiques que je n'aurais pas fait moi-même. Et alors là, ils arrivent à te démontrer par A plus B que cette inflation est due à des prises de marge absolument inconsidérées de la part des industriels. Ben, ça tombe bien, il y a les industriels... Suivez le bœuf. Voilà, je vais vous raconter. Donc, vous savez, ce qui est un peu désespérant dans ce pays, c'est que les mêmes imbécilités reviennent sans arrêt. Quand j'étais enfant, je ne m'intéressais pas vraiment à l'économie, mais j'étais à Amiens, dans une période 4e République, il y avait une inflation assez forte. Et on me disait, comme ça, je le lisais dans les journaux quand j'en trouvais un, que l'inflation, la cause, c'était les intermédiaires. Le responsable de l'inflation, c'était l'intermédiaire qui prenait sa marge, donc il suffisait pour supprimer les intermédiaires. Le galeux, le galeux, le pelé, etc. Donc il fallait couper l'intermédiaire. Bon. Puis après ça, il y a REF et De Gaulle qui sont arrivés. La Banque centrale a arrêté de faire n'importe quoi, puis on n'a plus eu d'inflation pendant quelques années. Donc plus d'hausse de la masse monétaire et donc plus d'hausse des prix. Et puis en 1960, au début de l'effort de REF et de Gaulle, il y a eu deux génies profonds qui étaient Missoff et Fontanet, le père de celui qui était ensuite patron d'Isidore, qui ont dit que dans le fond, l'inflation, ça venait beaucoup de la viande. L'indice était très pondéré en viande, et que la viande montait beaucoup trop, et que donc il fallait empêcher le prix de la viande de monter, et que il y a eu toute une campagne de publicité qui a été « Suivez le bœuf ». On va maintenant, disaient Fontanet et Missoff, on va empêcher le prix du bœuf de monter. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. REF a dû empêcher la masse monétaire de monter, donc ça a réglé le problème du bœuf. Et donc, je me disais quand même, nos grands ancêtres, ils étaient très cons. Parce que le bœuf, les intermédiaires... Et qu'est-ce que je vois avec délectation ? Monsieur Ruffin, Monsieur Mélenchon, découvrir que c'est la faute des intermédiaires, c'est la faute du bœuf et c'est la faute de je sais pas quoi. Des marges des grandes sociétés. Des grosses marges. Et le pire, c'est qu'ils arrivent à sortir des statistiques dessus. Et évidemment, d'expliquer qu'il faudrait taxer les super profits. On en arrive toujours à l'horizon indépassable de la taxe qui est devenue ce pays. Mais ce qu'il aurait dû faire, c'est taxer à mort EDF, parce que qui perdent 17 milliards en une situation de monopole, c'est quand même un truc, ça c'est le gouvernement s'y est mis, quoi. Donc, et si on arrive à la réalité, c'est que nous avons eu une hausse de la masse monétaire. Colossale. Je crois que la masse monétaire a été multipliée par 5 alors que le PIB produit montait de 20%. Donc, Et d'ailleurs, quand on regarde un graphique sur l'euro, on voit très bien que l'euro est descendu comme ça. Après, il est fortement baissé. Donc là, il est remonté dans les derniers un tout petit peu. C'est ce que tu appelais un dead cat bounce. Oui, c'est-à-dire c'est un chat mort rebondi. Si vous lancez du 30e étage, quand il est en bas, il fait ploc. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas mort. Hein.
Il est déjà mort, simplement ça rebondit, donc l'euro est relativement remonté. Il est passé de 150 à 95 à un moment, 96, il est repassé à 105 ou 106 ou 107, et peut-être il est en train de rebaisser, on va voir. Mais comme les États-Unis faisaient à peu près autant de monnaie que l'Europe pendant cette période, vous savez, j'ai toujours dit que les monnaies, c'était comme des parachutes, les taux de change. C'est-à-dire qu'il y en a une qui a un gros parachute, l'autre qui a un petit parachute, et celui qui est dans le petit parachute, il a l'impression que l'autre monte. Oui. Simplement, il baisse moins vite, quoi, c'est tout. Et donc, comme ils avaient à peu près la même parachute, l'euro et l'or, ils ont baissé tous les deux ensemble. Mais si vous mesurez contre le gars qui n'a pas de parachute et qui n'en a pas besoin, c'est l'or. Ou contre l'or. Eh ben, eux, ils ont baissé tous les deux de la même façon, c'est-à-dire qu'ils ont perdu. L'or a fait quoi sur la période plus, tu m'avais dit, plus 50%, un truc comme ça. Donc vous avez gagné votre vie beaucoup plus. Donc, encore une fois, l'idée que les gens font, c'est que la monnaie, c'est quelque chose de stable. Un dollar, c'est moins un dollar, quoi, c'est cette histoire. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Un gramme d'or, c'est toujours un gramme d'or. Mm-hmm. Mais il faut pas oublier que pendant quasiment 5000 ans d'histoire humaine, jusqu'à il y a 50 ans, on mesurait la valeur des choses avec un gramme d'or. Bien sûr. Et puis d'un seul coup, on a décidé qu'on le mesurait avec non plus le mètre étalon de Breteuil, là, mais qu'avec un élastique qui baisse, et puis avec d'autres élastiques, ça veut dire qu'on a un mal de chien à mesurer la valeur des choses. Mm-hmm. Puisqu'il n'y a pas, l'outil de mesure n'est pas stable. Alors, l'autre chose que je voulais dire tout à l'heure, et je ne suis pas allée à fond de mon idée, et qu'il faut quand même prendre en compte aussi dans le fait que cet appauvrissement de la population qui va avoir lieu, qui a commencé une hausse des prix qui impacte les ménages les plus modestes, est aussi dû à une politique néo-keynésienne de tous ces instituts, Rousseau, François Ruffin, la Boétie, ce que tu veux, qui imaginent que le ruissellement existe. Donc, ils disent il faut une politique de taux bas pour forcer les gens à ne pas épargner. Et ainsi, le capital circulera et on le fera sortir. Je pense que ce qui crée la croissance, c'est la consommation. Alors, ce qui crée la croissance, c'est l'épargne, le capital disponible et un gars qui a des inventions et qui change le monde. Mais l'idée que si vous dépensez, encore une fois, quand on est sorti du paradis terrestre, chasser du paradis terrestre à un coup de pied dans les fesses, eh bien, le Seigneur ne nous a pas dit consomme parce que c'est comme ça que tu croîtras. Il a dit tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Et aux femmes, tu enfanteras dans la douleur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le travail précède la consommation. Et aujourd'hui, on nous raconte des calembredaines, c'est que c'est la consommation qui donne du travail. C'est fou. Et c'est d'autant moins vrai qu'en plus, dans un monde globalisé, la consommation que nous allons avoir va profiter à qui ? À l'Asie. Puisque les gens consomment quoi ? Un iPhone, des Nike, rien qui ne soit... des vacances en Thaïlande. Des vacances en Thaïlande. Et même quelque part, dans nos fruits et légumes, quand on demande de consommer locaux aux gens, on se rend compte que ça achète de l'avocat qui va venir de Colombie. Donc... ça n'est pas rationnel quand on voit nos modes de consommation. Si on était dans un marché fermé ou local. Peut-être si on augmente un peu les salaires en Corée du Nord, à condition qu'il y ait quelque chose à acheter, ça a un effet sur la production locale. Mais je pense pas qu'on ait envie de retourner à la Corée du Nord par un protectionnisme total. Donc, pour revenir à toutes ces idées, je retrouve les idées stupides qu'il y avait en 1950, 60. Je retrouve les mêmes calembredaines. Et les gens, je suis sûr que les études qu'ils ont fait, ils ont montré qu'il y avait un certain nombre de grandes sociétés dont les marges montaient en même temps que les prix montaient. C'est tout à fait ça, c'est ce qu'ils ont fait. Et donc ils ont dit, mais corrélation n'est pas raison. Non seulement ça. N'est pas explanation. Et ça n'est pas parce que ta marge augmente que ipso facto, elle est due au fait que tu es pris, tu peux avoir des marges qui augmentent parce que tu as fait un contrôle des coûts, parce que tu as optimisé les résultats de ta société, et grâce au ciel, il y a encore des gens compétents. Donc, tu peux te dire, effectivement, qu'une société, je sais pas, lambda, Barilla, aurait augmenté ses marges à une époque où, certes, le coût de l'énergie et le coût du blé auraient augmenté, mais pourquoi aussi dans un second temps ? Parce que les gens s'appauvrissant, ils vont consommer moins de viande et plus de pâtes. Donc, tu peux avoir... La hausse de la quantité vendue de pâtes
qui déclenche une hausse sur des marges, sur les pâtes, et ça n'a rien à voir. Mais par contre, on ne met pas dans le calcul l'effondrement de la marge sur la viande, j'en sais rien. Voilà, c'est ça. Le poulet a pris 40%, donc probablement que les gens vont acheter moins de poulet et plus de pâtes s'ils veulent conserver un budget course. Et ça, tes barillas, tu dis, je suis bien content, mais quelque part, ils y sont pour rien non plus. Ça n'est que la conséquence de décisions qui ont été prises bien en amont. Et c'est tout à fait extraordinaire, parce que par exemple, tu prends quelque chose comme McDonald's ou Burger King, ou j'en sais rien, ils sont en train d'expérimenter avec des machines où ils pourront quasiment remplacer tout le personnel qui y travaille. Hein. Oui. Tu sais, tout le personnel qui y travaille, ils seront remplacés par des machines, enfin des robots. Donc j'imagine que s'il n'y a plus personne qui travaille chez McDonald's, les marges vont monter. Oui, c'est l'idée, sinon ils ne le feraient pas. Mais ça ne veut pas dire que c'est inflationniste. Non, pas du tout. C'est peut-être que à ce moment-là, ça va peut-être leur permettre de baisser les prix et ils auront des marges plus hausses avec des prix plus bas. Donc, je sais en France que la marge brute d'autofinancement des entreprises, telle qu'elle est calculée par l'INSEE sur les entreprises produisant et vendant en France, est en baisse constante depuis 30 ans. Bien sûr, tu te souviens quand on avait fait le comparatif avec la Suisse, oui, on n'arrêtait pas de baisser, nous. Voilà. Donc on m'explique que les marges françaises des entreprises sont trop hautes. Ils ont qu'à aller regarder les marges suisses, qui sont 60%, et il n'y a pas d'inflation en Suisse. Donc ce que j'essaie de dire, c'est pourquoi les marges seraient-elles facteur d'inflation? C'est idiot. Ils prennent peut-être des résultats de sociétés consolidées, tu sais. Ils viennent de faire un truc très intéressant en Belgique. Chez Deleuze, je ne sais pas si tu vois ce que c'est l'équivalent de nos casinos. Très bien. Donc, ils ont dans tout où tu ailles, à Bruxelles, tu as des Deleuze, tu en as partout. Bon, c'est des boutiques assez bien faites. Bon, voilà. Eh bien, ils ont fragmenté tous les supermarchés en les rendant indépendants, ce qui fait plus de représentants salariaux, puisque... Il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Et avec une remontée des bénéfices... des résultats qui vont être consolidés, mais au-dessus. Et sinon, c'est redevenu des boutiques indépendantes. Ça n'est plus des succursales. D'accord. Très malin pour contourner. Très malin pour contourner ces idioties de le grand capital et ainsi de suite. Tu fractionnes. Tu fractionnes, mais en même temps, ce que ça veut dire aussi, c'est que du coup, il va y avoir un propriétaire dans chacune des boutiques avec l'œil du maître, si tu veux, qui dit, donc, qu'est-ce que vous faites à fumer des clopes dehors, quoi. Et puis peut-être du coup aussi des initiatives indépendantes, se dire cette semaine on fait la fête du bleu ciel, ou on fait carnaval et ainsi de suite, et les gens ils aiment pas, et il y a un attachement après qui se crée. Ça redonne une autonomie, c'est-à-dire qu'on recrée ce qui était la boutique de centre-ville, quoi. Oui, mais quelque part, tu peux trouver une fierté. Tu vois, hier, j'étais au Monoprix et les filles refaisaient les visuels. Et elles avaient l'air de s'éclater en disant « Non, mais pas les boucles d'oreilles ici, regarde, ça fait plus joli dans l'allée. » Je me dis, c'est quand même plus sympa quand tu peux être décisionnaire sur ton lieu de travail et te dire, tu regardes la cliente quand elle arrive, elle va vouloir voir ça. On revient à ce qu'on a discuté il y a quelques semaines, c'est-à-dire la différence entre le travail et le travail punition et le travail accomplissement, quoi. La seule façon de s'en sortir dans nos pays, c'est que la grande majorité des travaux, si tous les travaux idiots, difficiles, douloureux, fatigants peuvent être faits par des machines, moi je suis tout à fait pour, ça laissera les travails intelligents ailleurs. Il est clair que pour qui a déjà épluché des oignons, des patates ou ainsi de suite, si on peut faire ça par des machines, regarde, c'était le cas autrefois. Moi je me souviens quand j'étais petite, je voyais en Normandie encore des nettoyeuses, des batelières, enfin qui y allaient, qui tapaient sur le linge. T'avais ces espèces de petites maisons. On a tous le visuel de la mère Denis, voilà, et avec des mains, mais comme ça. Il y a des femmes qui avaient des torses avec des grosses jupes qu'on accrochait derrière, des tabliers, et puis ça y allait sur le linge. Et tu faisais ça ça faisait ça toute la journée. Ouais, dur, hein. À 50 ans, tu en avais 90 à l'âge d'aujourd'hui, j'imagine. Alors, c'était certes... Ça a été remplacé par la machine à laver, comme la vaisselle familiale a été remplacée par la machine à laver, et c'est pas une perte, et ainsi de suite. Donc, alors, le Beagle est très efficace en cycle de prélavage. En cycle de prélavage, il est très bien pour nettoyer les assiettes. On peut carrément les remettre dans le... Je te cache pas que quand j'ouvre la machine à laver la vaisselle, il y a la musique de la salle des coffres de Fort Boyard. Et celui-là qui arrive, genre, waouh, attention,
Il n'en peut plus. Il n'en peut plus, il sait qu'il va y avoir des choses à lécher. S'il y a un vieux reste de ravioli ou quoi, mais alors là, on est... Donc l'inflation, c'est un phénomène monétaire, ne vous fatiguez pas, n'écoutez pas les imbéciles, et dites-vous bien que ce que disait toujours encore lui, Milton Friedman, il disait si ça va mal dans la campagne aux États-Unis ou dans les petites villes, etc., c'est que ça va trop bien à Washington. C'est-à-dire que l'inflation, c'est toujours un peu... La hausse de la masse monétaire, c'est toujours un phénomène qui favorise ceux qui sont près du pouvoir et de la Banque centrale. Parce qu'ils sont les premiers à toucher du pognon et ça leur permet d'acheter des produits ou des biens avant qu'ils soient montés. Donc c'est l'effet. Et ça, c'est quelque chose. Vous pouvez aussi voir ce qui se passe chez Anis Ladjev, qui l'explique très bien sur ses fils Twitter et ainsi de suite. Le fait est effectivement que quand vous êtes proche du pouvoir et que vous avez des biens, ça vous permet d'emprunter un taux bas, donc avoir des hypothèques, et ainsi de soit racheter votre capital si vous étiez endetté. Encore mieux, si par exemple tu décides de faire un certain nombre de moulins magiques, tu sais, moulins à vent, etc., et que tu empruntes de l'argent auprès des Crédit Lyonnais et que tu as un contrat avec l'État qui t'achète l'électricité et que tu revendras ensuite sans aucun problème à EDF si jamais t'en fais, à ce moment-là, tu t'es fait une rente qui est gagnante dès le départ. T'empruntes à 1, tu vends à 6 à EDF, garanti par l'État, et ensuite tu peux aller prendre tes vacances avec des Rolls à Saint-Tropez. Donc tu vois ce que je veux dire, c'est du capitalisme de connivence. Donc les taux d'intérêt bas permettent le capitalisme de connivence, permettent la ruine des petites gens, et permettent l'enrichissement de tous ceux qui ne prennent pas de risques. Et ça, c'est une abomination. Et c'est ce que... Donc encore une fois, ce serait tellement mieux si on avait des gens qui connaissaient quelque chose dans l'opposition, je sais pas, les gens de gauche, autrefois, ils défendaient les petites gens. Non, mais... Maintenant, ils défendent les taux bas. Non, alors je vais te dire un truc. Je crois qu'ils n'ont aucune idée, mis à part l'horizon indépassable de la taxe. Ils ont un programme qui est en gros « à mort les riches ». Ça s'arrête à ça, avec une définition du riche qui est relativement flottante, parce que, encore une fois, moi, ce que j'essaie de vous dire... Monsieur Mélenchon est très riche. Non, mais t'es toujours le riche de quelqu'un d'autre, premièrement. Je trouve juste cela injuste, alors que des moyens industriels, des gens qui aujourd'hui, en France, font encore le défi d'essayer de produire quelque chose, qu'on aille demander, de les pointer du doigt, de dire c'est à cause de vous que les autres sont pauvres et ne peuvent plus remplir leur caddie, c'est faux et c'est dégueulasse. Parce que c'est une décision politique, c'est parce que la BCE a créé de la fausse monnaie, c'est parce que vous êtes des ânes, et si vous voulez, les gens, trouver des solutions, ça n'est pas en tapant sur les petits, moyens, peut-être plus grands industriels, ils n'y sont pour rien. Eux aussi se sont pris le coup de l'énergie, comme les boulangers, comme tout le monde, dans la gueule. Ils se sont pris, eux aussi, pour certains, les gilets jaunes, pour certains, des grèves sociales. Et ils se sont pris, par exemple, pour ceux qui fabriquent des pâtes, la hausse du blé. Or, il n'y a pas d'intermédiaire sur le blé. 40%, non, parce qu'on l'achète, on veut. Mais ce qu'on peut dire, on peut dire ça d'une façon assez simple pour que les gens comprennent. Les gens peuvent être payés par 3 entités, hein. Bon, les fonctionnaires, ils sont payés par les impôts. Tout le monde est d'accord. Oui. Bon, tous ceux qui ont fonction publique, etc., c'est payé par les impôts. Les salariés, ils sont payés par les entreprises. Et les entreprises, en quelque sorte, elles sont payées par les profits que dégagent les gars. Donc, dans la vie, où vous êtes payé par les profits, où vous êtes payé par les profits, une partie des profits, les entreprises, où vous êtes payé par les impôts. Celui qui génère les profits, c'est celui qui est en risque maximum. Celui qui est dans l'entreprise privée, comme l'entreprise privée est dangereuse, il peut perdre son boulot. Et puis celui qui est celui-là, il n'a rien à perdre. Donc moi, un système fiscal juste, ce serait qu'on devrait dire un type qui gagne 5 000 € en étant entrepreneur, prend beaucoup plus de risques que celui qui touche 5 000 € dans l'entreprise, et infiniment de plus de risques que celui qui gagne 5 000 € dans les impôts. Celui-là, il n'en prend aucun. Donc, il faudrait taxer différemment. Celui-là, il ne devrait pas être taxé, puisqu'il prend des risques insensés. Celui-là, il pourrait être taxé à 30%, et celui-là, il pourrait être taxé à 50%. Or, ils font précisément l'inverse. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est, tant que vous continuerez à taxer celui qui prend des risques, il n'y aura pas d'accroissement de la quantité. Donc,
automatiquement, le prix de ski, si vous augmentez la quantité de monnaie et si la quantité de produits baisse, ben les prix vont monter. Donc, il n'y a rien de plus inflationniste que de taxer les profits. C'est idiot. Ça m'énerve. Ils ne pourraient pas comprendre ça, ces imbéciles. Mais je vais te dire un truc. J'ai entendu, puisqu'on dit du mal des gens, allons-y. Cette semaine, Jordan Bardella, qui est invité dans C'est à vous, et qui en mesure 3, je ne sais pas quelle était la 1 et la 2, c'était probablement du même acabit, enfin ça m'a moins choqué, mais la 3e mesure était taxer les super profits. Donc, c'est Jordan Bardella qui a 23 ans, qui est un garçon brillant, que j'écoute de temps en temps, il ne dit pas que des bêtises. Non, enfin, c'est pas lui, c'est une ligne de parti. C'est une ligne de parti, mais qui décide de ce qui est profit et de ce qui est super? Mais exactement, et qui est super profit. L'État, donc on arrive encore une fois dans l'horizon indépassable de la droite la plus belle du monde, l'horizon indépassable de la taxe. C'est en ça que la droite française... Ce sont des ennemis de la liberté. Ce sont des ennemis de la liberté. C'est en ça que la droite française m'exaspère, c'est qu'elle n'a pas d'explication rationnelle pour la création de valeur. Ils savent très bien comment il faut taxer les gens, les super profits, mais ils ne t'expliquent pas ce qui est à l'origine de la création de la valeur. Et ça, ils n'y arrivent pas. Ils n'ont pas d'explication. Il y a ça, et il y a, pardon, mais il y a le consentement à l'impôt. Oui. Il faut quand même qu'un impôt soit rationnel et juste. Quelle rationalité juridique vont-ils opposer à la taxation du superprofit? Parce que c'est mal. Oui. Le consentement à l'impôt, quand tu as un impôt et les super pertes d'EDF, on ne devrait pas virer la moitié du gouvernement? Parce que ça me paraîtrait plus intelligent que les super profits. Donc, il y a des gars qui sont compétents Total, il y a des gars qui sont incompétents, les gars d'EDF. Madame Lauvergeon. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On punit les gars de Total. Non, mais ils sont débiles ou quoi? En réalité, on devrait virer la moitié des gars qui ont géré EDF. Revenons sur Total, encore une fois. C'est un peu... Reprenons un truc. Tu crées un marché où, tout à coup, parce que tu fais des moulins magiques et des moulins à vent, là, tu crées une offre qui devient insuffisante. Tu le sais, c'est visible, les gens le savent. Au lieu de permettre aux gens de lancer des recherches sur des puits pétroliers, sur du gaz, ainsi de suite, tu rends toute recherche absolument. Donc tu te retrouves avec, de fait, ce qui était très visible, une offre limitée et une population qui s'accroît et qui, elle, en a besoin de plus en plus. Et tu t'étonnes que les prix montent. Enfin, sur l'alimentaire, tout le monde aurait compris ça. Bon. Et ensuite, tu dis, ah, ils vendent beaucoup plus cher. On s'y attendait. Tu dis, bah oui, on s'y attendait, oui. Bah, c'est ce que je dis toujours, c'est vous prenez des mesures favorables à la consommation d'alcool, vous interdisez la production, et le type qui a une énorme cave de vin, ben, d'un seul coup, ces vins augmentent double, triple, il fait un profit extraordinaire. Et tu les taxes. Mais le problème, c'est que tu as interdit la vente d'alcool, la production d'alcool, Non, mais c'est un système de prohibition, oui, bien sûr. Et ça marche aussi bien que d'interdire la drogue ou ainsi de suite. C'est-à-dire, encore une fois, je me dis, mais dès ils ont deux réflexes, les politiciens français. Bon, la taxe, celui-là, il est évident. Et le deuxième, s'ils n'ont pas le droit, ou je ne sais pas comment, c'est de réguler, de réglementer. Mais il faut quand même voir un truc, c'est que on a quand même arrêté d'avoir des hommes politiques visionnaires qui regardent. Là, je regardais cette semaine, pardon de le dire, mais on a eu plusieurs annonces. Donc, qu'est-ce qui va se passer au gouvernement désormais? Donc, pourquoi je dis ça? Macron a annoncé hier qu'ils allaient sommer un congrès à Versailles, avec donc le Parlement et le Sénat, pour inscrire l'IVG dans la Constitution. Donc, mesurons aujourd'hui ce qui devient, encore une fois, l'horizon indépassable de la structure macronienne. IVG dans la Constitution, remboursement des protections périodiques, arrêt thérapeutique de grossesse au 8e mois, remboursement des condoms, des préservatifs, et remboursement des protections hygiéniques pour les femmes. Est-ce qu'on s'intéresserait pas un peu trop à nos culottes? Je sais pas, je pose la question. Encore une fois, à l'époque de Pompidou, on essayait De Gaulle, on essayait sur les temps de Berre de prévoir l'avenir de la France. Aujourd'hui, de quoi on s'occupe? De nos culs.
C'est vrai. Et après, on s'étonne que ce pays parte à la valo. Mais pardon, moi, le devoir d'un politique, c'est d'essayer d'inscrire le pays dans une démarche de quelque chose. Je sais pas. Et puis dans un destin, tandis que, je sais pas, le destin de l'avortement, ça me paraît pas un truc qui va soulever les foules. Je me trompe peut-être, mais... Non, mais surtout qu'il n'est pas en danger, l'avortement, aujourd'hui. C'est parce qu'il y a des Américains qui ont changé quelque chose, alors nous... Oui, mais c'est une décision de la Cour suprême, et puis eux, on n'a pas du tout le même droit. Nous, on a un droit qui est ce qu'il est, et l'avortement n'est pas remis en cause par personne, même à droite. Donc, je comprends pas trop ce qu'ils font, à part faire leur malin Bon, écoute, on va avancer parce que sinon, on va pas s'en sortir. Ce dont on parlait tout à l'heure et sur lequel je vais revenir, c'était donc ce cycle de consommation qui nous amenait de plus en plus à consommer vers l'Asie. Et vous savez ici, parce qu'on est payé par le gouvernement chinois, je le rappelle, pas assez d'ailleurs. C'est mal payé. Non, mais bref, blague à part. Le gouvernement russe songe à nous payer aussi parce que on n'a pas dit que du mal de la Russie et de l'Ukraine. Oh, tu dis ça, mais Léonard, il dit du mal. Hein, Léonard, il justifie sa paye. Allez. Non, je blague. Écoute, moi, donc la question qu'il faut se poser, parce qu'on est dans un marché, ça ne vous aura pas échappé, qui est globalisé, qui est mondial, c'est comment les monnaies s'imbriquent les unes par rapport aux autres et quelle incidence ça peut avoir sur nos pays, puisque c'est pas un jeu de somme nulle, on peut pas véritablement s'extraire de ces forces. Et on a pu observer, quand on regarde des cycles mondiaux, qu'il y a eu véritablement, d'abord la force de la livre anglaise, oui, ça dure un siècle, oui. Qui a duré un siècle. Il s'est passé un glissement probablement justement au moment de la Grande Dépression aux États-Unis. Vers la Grande-Bretagne et vers les États-Unis, qui ont véritablement pris, après la Seconde Guerre mondiale, avec force et fracas, le contrôle de la zone monétaire et donc le contrôle de la force mondiale. Ça a été l'impérialisme américain à son meilleur. Et aujourd'hui, depuis la crise de 96, 98 des pays asiatiques... Ça a commencé de 96-98, et puis ensuite il y a eu 2012, 2009, 2012. Il y a un certain nombre de crises monétaires qui arrivent qui semblent indiquer qu'il y a des craquements ici ou là. Donc je crois qu'il faut essayer de voir les choses. J'ai écrit un article sur l'Institut des Libertés, là, dans lequel je disais que c'était un problème de baignoire. Vous savez, quand j'étais petit, on me les faisait couler, on me mettait des problèmes où vous ouvrez les deux robinets et puis vous laissez la bonde ouverte parce que vous êtes débile. Il faut que vous calculiez, vous le pauvre gamin, quand est-ce que la baignoire va déborder et tout. C'était des Sachant que le débit du robinet d'eau chaude est de 2 litres par heure. Et que l'eau froide, c'est pas pareil, et la bonde, c'est encore autre chose. Ouais. Donc je m'arrachais les cheveux et j'étais tout à fait désespéré quand je voyais. Donc c'est un peu ça le problème. Alors, il y avait les trains aussi. Il y avait les trains qui se retrouvaient, qui partaient. Qui se croisaient. Ils ne pouvaient pas se rentrer dedans. Prenez la voiture, écoutez. Exactement. Donc il y avait des trucs comme ça. Et en plus, c'était pendant les devoirs de vacances. J'avais des devoirs de vacances parce que j'étais nul. Donc vous savez, vous avez une espèce sur la couverture, c'était comme un funiculaire qui passait de la 4e à la 3e. Ah mon Dieu, quelle horreur, oui. Vous voyez, donc je me disais, mais je n'y arriverai jamais. Jamais je verrai la fin de ce truc-là. J'ai cru que j'allais jamais en sortir de ce secondaire. Bref. Alors, je voudrais vous dire, c'est qu'il faut bien que les gens qui nous écoutent la comprennent un truc. C'est que vous avez la libre circulation des biens. Bon. Et vous prenez par exemple la Chine. Bon, il y a 2 ans, elle avait un excédent, je dis ça de mémoire, un excédent de ses comptes courants, c'est-à-dire de son commerce extérieur vis-à-vis des États-Unis, qui était autour de 50 milliards par mois. C'est beaucoup, hein. Et aujourd'hui, on est à 70 ou 80. Donc c'est beaucoup plus. Et tout le monde nous explique depuis 2 ans que la globalisation est en marche arrière. Et pourtant, les Chinois vendent de plus en plus. Donc il y a une espèce de truc on se dit, mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est le premier endroit où se manifeste le protectionnisme, la déglobalisation, ça va être dans les monnaies. Donc, en quelque sorte, les contraintes financières vont précéder les contraintes économiques, parce que la monnaie, ça se bouge plus facilement, etc. Alors, ce qu'on peut dire, on va essayer de le dire de la façon suivante, c'est que il faut revenir en arrière. Hein. En 1997-98, comme tu l'as dit, il y a une crise énorme en Asie. Pourquoi y a-t-il une crise énorme? C'est que tous les pays asiatiques, encouragés par les États-Unis, avaient fait un taux de change fixe avec le dollar. Bon. Et
ils se disaient, si on a un problème, les États-Unis seront là pour nous aider. On est des fidèles alliés, on leur a donné des bases militaires, tout va bien. Mais si tu es la Thaïlande, que tu as un taux de change fixe entre le Thaï baht et le dollar, que le dollar te paye du 3% et que le Thaï baht t'en paye du 6%, tu vas emprunter au dollar à 3% pour aller le mettre en Thaï baht à 6%, puisqu'il n'y a pas de... et tu vas gagner 3% sans prendre de risque. C'est ce qu'ils faisaient à l'époque, c'était le banking à la française qu'ils faisaient au Liban. Au Liban, etc. Ça marchait très bien. Jusqu'au moment où, comme tout le monde emprunte dans une monnaie pour le mettre dans l'autre, il y a une dette qui apparaît extérieure en dollars terrible et que tu ne peux pas rembourser. La monnaie saute, tu as une crise de change, tous ceux qui empruntent en dollars sont ruinés, tu fais venir le FMI, et bonjour, nous venons pour vous aider. Nous venons pour vous aider, et tu sais que tu es ruiné quand le FMI est là. Et donc le FMI, le taux de change saute dans la fin des années 97-98, les États-Unis n'aident pas du tout, les économies asiatiques se pètent la gueule, et miracle, les actifs en Asie deviennent très 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 bon marché. Ce qui permet quand même aux grandes banques d'affaires américaines de gagner beaucoup d'argent en achetant des trucs pas chers parce qu'elles avaient du dollar. Tu vois ce que je veux dire? Au moment où personne n'en avait. Bon, les Asiatiques ont bien compris qu'ils se sont fait avoir jusqu'au trognon. Et le but de l'Asie depuis l'an 2000, c'est de ne plus jamais voir le FMI. Oui. Ça me paraît logique. Hein. À part l'Argentine, les gens essaient de ne pas recommencer. Mais l'Argentine, ils ne remboursent même pas le FMI. Alors, ils sont des spéciaux, sont des professionnels. Attends, là, tu parles de gars, c'est comme quand tu joues au polo, il faut demander aux Argentins. Non, les Argentins, sur la dette, ils sont imbattables. Et donc, tu fais ça, et comment fais-tu pour ne plus jamais voir le FMI? Il faut que tu aies des excédents de commerce extérieur tout le temps. Alors, rappelle aux gens ce que c'est qu'un excédent de commerce extérieur. C'est-à-dire, il faut que tu vendes plus à l'étranger que tu ne l'achètes, de façon à avoir... Et comme ça, tu payes tes importations avec tes exportations. Donc, que ta balance commerciale... balance commerciale soit excédentaire tout le temps. Voilà. Donc, tu accumules. Mais alors, comment tu fais ça? La seule façon de le faire, c'est d'être hyper compétitif tout le temps. C'est-à-dire d'avoir une monnaie sous-évaluée tout le temps. C'est une façon de se rendre compétitif. C'est une des meilleures, parce que sinon tu dois faire des gains de productivité qui sont différents, parce que si tu te mets très en dessous, c'est ce qu'on appelle le mercantilisme. Donc, et l'Asie sait très bien faire ça depuis la nuit des temps. Donc ils se mettent très en dessous, ils accumulent plein, et à la fin... De réserves de change. Autre chose, c'est-à-dire qu'on n'a plus, c'est-à-dire beaucoup de dollars dans leur caisse. Dans leur caisse, comme ça, s'ils en ont un trou de dollars pendant 5 minutes, ils en ont assez pour... ils ne se feront pas avoir comme au moment du FMI. Donc il faut quand même voir qu'au jour d'aujourd'hui, on va peut-être mettre le premier tableau, les comptes courants en Asie. Le compte courant et les réserves de change. Attends, on va d'abord faire les comptes courants. Les comptes courants, ils montent. Ils étaient horizontaux autour de 0, ce qui est normal. De 1990 à 2000, ils sont à peu près à l'équilibre, tu vois, ça reste autour de 0. C'est normal, un pays normal se balance à 0. Le bleu, c'est la Corée du Sud. Le bleu, c'est la Corée du Sud, je les ai mis là. Et puis, à partir de 2000, on voit cette espèce de pété de hausse parce qu'ils ont mis leur monnaie tellement basse qu'ils sont hyper compétitifs. Donc des comptes courants qui montent. Et donc, comme les comptes courants, en réserve, faut bien que ces excédents de dollars que tu gagnes à l'étranger, tu les fous de quelque part. Donc, en quelque sorte, les réserves de change, c'est la somme des comptes courants excédentaires depuis l'origine. Mais dis-moi, du coup, si tu mets dans la balance aussi que les États-Unis, ayant imprimé comme des gorées, rendent leur monnaie aussi un petit peu une monnaie de singe, ça les énerve pas que les Américains fassent ça avec leur monnaie? Pour l'instant. Tu as des réserves de change qui augmentent, mais une monnaie qui de plus en plus t'apparaît frivole. Voilà. Et alors, ce qui se passe, c'est, tu vois, les réserves de change ont augmenté, donc, d'après le chiffre que j'ai mis ici, d'à peu près 1400 milliards de dollars en 20 ans, ce qui est gigantesque. Hein. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ils ont acheté des obligations du Trésor américain. Donc, tu vois, tu te dis, le problème, c'est pourquoi les Asiatiques ont-ils besoin de dollars? Pour 2 raisons. D'abord, parce qu'ils payent leur pétrole avec. Comme tout le monde. Comme tout le monde, c'est vital. Donc, ils ne peuvent pas se permettre de ne pas avoir de dollars. Et deuxièmement, parce que quand la Corée vend à Taïwan, ils se vendent en dollars. Alors, le premier... ils ne peuvent pas y grand-chose. Le deuxième, ils peuvent tout à fait se vendre maintenant dans leur monnaie locale. C'est ce que veut faire la Chine. Mais même le premier, aujourd'hui, la Chine, tout ça, la Russie, sont en train de commencer à vendre du pétrole
en autre chose que du dollar. Oui, et ça... Donc le jour c'est où un la Corée mouvement. pourra acheter son pétrole en won, ils n'auront plus besoin de réserve de change. Mais en attendant, ils ont quand même 1,4 milliard De dollars de réserves de change. Ils ont beaucoup plus que ça. Oui, c'est ça, ils ont à peu près 1,4. Taïwan est à 112 millions. Oui. Donc, tu te retrouves avec des réserves de change absolument gigantesques. Et maintenant, nous arrivons à un moment très intéressant. C'est pour ça que je te dis, tu te dis, bon, alors, ils ont maintenant plein de réserves en dollars, qu'ils ont accumulées sur les 20 dernières années, donc est-ce qu'ils vont continuer à l'accumuler? Il arrive un moment où tu peux peut-être te dire, J'en ai assez. Je tiendrai 2 ans, Je même tiendrai s'ils 2 ferment hivers, tout. même s'il n'y a Voilà. plus de noisettes. Voilà. Bon. Donc, ils vont peut-être arrêter d'accumuler. C'est les greniers de Pharaon, là. C'est le grenier de Pharaon, c'est 7 ans de... Mais, très bien. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe si, par exemple, ils disent, bon, je continue à gagner de l'argent. Tu regardes, par exemple, les États-Unis, ils ont un déficit de leur balance commerciale, qui est d'à peu près 1000 milliards de dollars par an. C'est gigantesque. La France, tu connais les chiffres, on est à 160 milliards d'euros. L'Angleterre, pareil. Donc il y a un certain nombre de pays importants, la France, les États-Unis, l'Angleterre, qui ont des déficits extérieurs gigantesques, des déficits intérieurs gigantesques, et qui étaient financés par l'argent de ces gars-là quand ils venaient acheter des trucs. Oui, bah oui. De nos obligations. Nos obligations, notre LVMH, Notre LVMH, parce que, encore une fois, si LVMH surperforme et tout ça, c'est grâce aux petits Chinois qui achètent du Louis Vuitton. Ouais, exactement. Donc, qu'est-ce qui se passe? La question, c'est l'histoire des robinets. Donc, pendant qu'ils achetaient, et c'est le troisième graphique, là, pendant qu'ils achetaient nos obligations, les taux d'intérêt chez nous baissaient. Puisque tu avais ce gros acheteur qui arrivait. Dans le fond, ils créaient une épargne excessive, et cette épargne excessive, ils la mettaient dans nos marchés obligataires. Ce qui nous permettait... Ce qui était bien sympa. C'était bien sympa, ce qui nous permettait de faire fonctionner nos systèmes sociaux à la noix. Parce que on avait déjà vu précédemment, dans les épisodes précédents, que les Russes aussi mettaient au pot. Parce que, donc, on achetait leur Les gaz. Russes faisaient pareil, on achetait leur gaz. On achetait leur gaz et ils avaient l'amabilité de nous acheter des obligations du Trésor en euros, ce qui était bien sympa de leur part. Exactement, c'était bien gentil parce que nous, comme ça, on payait notre pétrole en euros et non pas en dollars. Alors, maintenant, on n'a plus les Russes. Et là, tu es en train de dire que les Chinois commencent à dire... Les Chinois, les Coréens, les Singapouriens, tout ça, ils disent, vous savez quoi? Vos obligations du Trésor à la noix en papier de chèvre... On n'est pas très sûr. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc, pendant qu'ils achetaient, nos taux d'intérêt baissaient. C'est pour ça qu'on a eu des taux d'intérêt très bas. Donc, si on ferme la bonde dans ma baignoire... C'est-à-dire que si les Chinois disent « c'est bon s'ils font comme ça, tu sais, qu'ils disent pas carte, on fait quoi? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Nos taux d'intérêt vont beaucoup monter. Déjà qu'ils vont être obligés de monter. Mais à cause de l'inflation. Mais alors, est-ce que entre la volonté de l'inflation et les Chinois qui vont arrêter de les faire baisser, on va pas se retrouver avec une montée des taux d'intérêt qu'en fait on ne contrôlerait pas? Évidemment, on va perdre le contrôle et de notre taux de change et de nos taux d'intérêt vis-à-vis des Chinois. Vis-à-vis des Chinois, vis-à-vis de l'Asie. Donc si les Chinois ferment, la baignoire, elle va arrêter de se remplir et elle va peut-être avec la bonde continuer à se vider, donc il y aura de moins en moins d'épargne. Ça veut dire que le taux d'intérêt va monter chez nous. Et il va falloir qu'on finance nous-mêmes nos obligations, d'horribles obligations d'État. Et oui, mais... alors c'est peut-être dans l'anticipation de ça aussi, que en Italie, où ils écoutent peut-être les économistes compétents et pas les économistes d'État payés par le SBOUB, qu'ils se sont dit on va anticiper. On va se rendre moins fragile vis-à-vis de l'euro. Exactement. Et 2, comme on va anticiper cette hausse des taux d'intérêt, on rachète notre dette maintenant à un taux d'intérêt... qui est encore possible. Ou bien alors ce que disent, si on réussit à ramener toute la dette italienne en Italie, à ce moment-là, ça devient un jeu à somme zéro, parce que, il y a des gars... tu peux faire un crunch. Non, mais c'est pas ça. S'il y a 50% de notre dette française qui est à l'extérieur, quand les taux d'intérêt sont à 7, il y a la moitié de cette dette, de l'intérêt de cette dette, qui est payée à des gens à l'étranger, ils vont pas consommer en France. Tandis que là, si les Italiens réussissent à faire tout revenir chez eux, ils payent au rentier, et puis, le gars, de l'autre côté, il a du mal, et puis ils en ont plus rien à foutre, ils n'ont plus besoin d'extérieur, puisqu'ils sont en compte courant excédentaire. Sans compter qu'à un moment, on peut s'imaginer qu'on peut siffler la fin de la partie, dire, les gars, on est désolés, on va reprendre la lire, on va vous donner 40 sur... Ils ont même pas besoin de le faire, on reprend la lire, et puis c'est tout. Oui, on reprend la lire. Parce qu'ils sont en compte courant excédentaire et en compte primaire excédentaire. Parce qu'ils ont des comptes courants excédentaires. Et ils ont,
ce qu'on appelle un surplus primaire, c'est-à-dire que hors intérêt, leur balance, leur compte budgétaire sont en équilibre. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est le monde a fonctionné depuis 20 ans, pour résumer, avec un excès d'épargne gigantesque qui a été créé en Asie pour ne plus jamais revoir le FMI. Et cet excès d'épargne, pour accumuler des réserves de change, a été investi chez nous, ce qui nous a permis de ne pas nous réformer. Et la question que je pose aux gens, je dis, ce qu'il y a de certain, c'est que dans les 20 ans qui viennent, il n'est pas du tout certain que cet excès d'épargne va continuer à nous arriver. Imagine que, par exemple, les Asiatiques disent, dans le fond, les Européens, ils ne me demandent rien, je vais aller investir dans des mines en Afrique ou en Amérique latine, tous mes excédents d'épargne, pour avoir des matières premières pour faire tourner mon industrie. C'est plus intelligent que d'avoir des petits bouts de papier coloré à la Banque centrale. Donc à ce moment-là, les marchés en Afrique et en Amérique latine explosent à la hausse, leur taux d'intérêt baisse, et les nôtres, le taux d'intérêt monte, et nos marchés se pètent la gueule. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire, donc tout le monde m'explique que pour l'instant, les appareils industriels, c'est comme des immenses paquebots, ça met 7 ans à tourner, quoi. Mm-hmm. Mais les paquebots financiers, eux, ils tournent bien avant. Oui, bien sûr. Parce que c'est facile d'appuyer sur des boutons, changer la... Donc je veux dire, c'est que dans ce mouvement de déglobalisation, il faut commencer à regarder, non pas les flux commerciaux, mais les flux financiers. Alors qu'est-ce que peut faire l'Europe ? Ce qu'elle est en train de faire, on l'a bien vu nous ici, elle est en train de dire, vous savez, acheter des obligations chinoises, c'est très dangereux, et puis on vous l'interdit d'ailleurs. Et donc tu commences à mettre... Si le type qui nous écoute est raisonnable, il va se dire, ben Dieu, j'ai beaucoup trop d'argent en Europe, je vais aller le mettre à l'extérieur. Mm-hmm. Oui, mais il ne faut pas le mettre aux États-Unis non plus. Tu peux le mettre aux États-Unis, tu vas le mettre en Asie, tu vas le mettre ailleurs. Mais si le gouvernement lui dit, ça, c'est désolé, mais vous n'avez pas le droit. Donc ils vont essayer, c'est certain, de ce qui reste de l'épargne en Europe, de l'empêcher de bouger. Ils vont mettre des freins, des trucs, des machins. Et ça va pas être beau à voir, quoi. Et nous, on l'a vu ici, on gère quand même pas mal d'argent à la GAFCA. Et il y a eu des instructions qui ont été données au moment de la guerre de Russie, c'est qu'on avait levé pas mal d'argent pour gérer des obligations chinoises, qui d'ailleurs ont performé admirablement et continuent à performer admirablement. Eh bien, on en a perdu les 2/3 de notre conservation en l'espace de 3 mois. Des clients, de la clientèle ? Les 2/3 de la conservation qu'on avait accumulée depuis 10 ans. C'est-à-dire, il y a eu une espèce d'ordre qui a été donné, plus de capitaux pour les pays qu'on n'aime pas. Donc les États-Unis sont Pourtant, ils n'ont rien fait encore, la Chine. Il ne s'est rien passé avec Taïwan. Non, ils n'ont rien fait du tout. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait, mais on a fait passer des ordres il était temps d'empêcher l'épargne européenne et américaine d'aller vers des endroits où elle serait mieux rémunérée. Et alors, il y a le deuxième truc, c'est de dire, on aime bien les Chinois, on n'a rien contre eux, tout va bien, mais malheureusement, ils ne sont pas ESG. Ah oui, je sais. Donc, ils utilisent du charbon. Donc, comme on va sauver la planète... C'est quelque chose qu'on ne fera jamais en Allemagne. Hein. Non, mais ça veut dire... Si, ils le feront en Allemagne, mais on n'en parlera pas. Ironie. Donc, mais alors, c'est du bon charbon, monsieur. Et donc, par exemple, dans les métiers d'argent dans lesquels je suis, il y a des gens qui disent, je cherche quelqu'un pour me gérer des obligations internationales. Alors, tu te dis, ouais, je vais y aller. Tu te présentes, et on te dit, ah oui, mais... vous investissez dans des pays qui ne sont pas ESG. Donc, je ne peux pas prendre votre fonds. Et tu as envie de dire aux gens, mais attendez une seconde. Donc, aujourd'hui, le capital en Europe, il ne bouge plus en fonction de la rentabilité du capital, il bouge en fonction des décisions des politiques. Et vous allez être ruiné. Ce qui est arrivé à EDF va arriver à l'épargnant français. Donc, c'est ça qu'on essaie de dire aujourd'hui, c'est le but de ce petit article, on vous mettra les graphiques. Mais c'est simplement pour expliquer que les restrictions financières, la fin de la globalisation, ça a commencé, et ça a commencé par des restrictions chez nous. Et donc, ne croyez pas une seconde que ça ne va pas venir sur le reste. Au début, on vous empêche d'acheter des obligations chinoises, et à la fin, vous n'avez plus le droit d'acheter un téléphone Apple, parce qu'il est fait à 90% en Chine. Mm-hmm. Donc, c'est le début. Vous savez, c'est au début, on vous dit... vous ne devriez pas gueuler aussi fort contre le gouvernement, et à la fin, vous vous retrouvez dans un camp avec des miradors et des gars qui vous tirent dessus, quoi. Les pertes de liberté, ça se fait toujours petit à petit. Et on a pu constater
avec la crise récente, je ne vais pas dire le mot, mais médicale, que quelque part, les libertés individuelles avaient quand même été bafouées une par une. Il y a un truc très important qui se passe, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure à Léonard, c'est que le Télégraphe, le grand journal Mais britannique... je t'en ai parlé la semaine dernière, tu te souviens quand on faisait l'interview de Jordan Peterson, je t'ai dit, et dis donc, ça venait de sortir dans le Daily Mail, il a des problèmes parce qu'il y avait des conversations WhatsApp qui avaient été sorties de justement, vous avez affolé la population pour rien, et ainsi de suite. Et donc, mais le Télégraphe a fait un article en disant que l'équivalent de, comment il s'appelait, notre ministre imbécile de la Santé qui a mis tout le monde en prison celle qui vient d'être décorée de la Légion d'honneur. Oui, c'est ça. Oui. C'était celle qui lui a succédé. Qui est aujourd'hui encore au gouvernement, bien sûr. Attends, je vois sa tête de faux cul. J'ai un trou, on voit tous sa tête. C'est pas Lucien, ça, comme ça. Alors, lui, donc ce gars qui s'appelle Hancock, qui était le ministre de la Santé, Matt Hancock, le Télégraphe demande sa mise en accusation pour avoir enfreint toutes les libertés individuelles, etc. Alors, il demande à ce qu'il soit jugé. Il y a ça, et il y a eu un échange sur WhatsApp. Tout ça, ça a été leaked. Établi, oui. Voilà. Où il dit, est-ce qu'on fait pas un peu trop peur à la population? Il dit non, c'est bien de leur faire peur, parce que sinon, il y a eu véritablement une instrumentalisation de la chose. Absolument. Et donc, c'est pour ça que le petit peuple, c'est pour ça que donc, si on commence en Angleterre à mettre des gens en prison parce qu'ils n'ont pas respecté les libertés fondamentales, il doit y avoir des gens en France qui doivent commencer à serrer les fesses. Eh ben, je veux te dire que Madame Agnès Buzyn et Madame Benoubet donc ont reçu l'une et l'autre son chevalier. C'est bon qui se fout de nous. Voilà, donc Agnès Buzyn, on nous a dit elle est mise en accusation, il l'a envoyé faire un petit tour de piste en Suisse, à l'OMS. payer 3 000 milliards de dollars encore une fois, et puis ils reviennent et on a la Légion d'honneur et tout le monde applaudit très fort. Oui, Donc, si vous voulez regarder un beau texte, je suis tombée dessus hier, je passe un peu du coq à light, comme a dit, mais pas vraiment. C'est Gustave Courbet, quand on lui avait voulu remettre sa décoration des arts et des lettres. Et je vous enjoins à aller voir ce texte d'un homme de 50 ans qui était un véritable, a priori, tête de mule, et en tout cas... amoureux des libertés, et c'est un texte formidable parce qu'il dit, vous savez, moi je suis un artiste et à chaque fois que l'État s'occupe des arts, de la culture, c'est une abomination. Donc je vais certainement pas aller chercher cette décoration qui est faite pour des ânes. Et je vous dis, monsieur le ministre, je ne vous ai pas proposé mon nom, je ne sais pas quel est le cancrelat qui vous l'a proposé, mais vous pouvez en gros vous la mettre où je pense et avec toute ma considération. Et il fait ça avec énormément de talent. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai toujours expliqué, la France a été depuis 10 siècles ou même plus l'endroit où il y avait tous les grands esprits du monde, les grands artistes, enfin c'est là où ça se passait. Et depuis le milieu des années 60, ça a complètement disparu. Et qu'est-ce qui est apparu dans les années 60 ? Le ministère de la Culture. Et depuis que nous avons un ministère de la Culture, nous n'avons plus de grands esprits. C'est quand même quelque chose de rigolo, quoi. Et on avait des hommes libres, des hommes de cœur, des types à la Edmond Rostand, c'est-à-dire qui avaient un panache. Oui. Aujourd'hui, ils sont où nos artistes, à part Depardieu qui est truculent et qui bouffe tout ce qu'il trouve. Ça se voit, une galinette cendrée, c'est bon ça. Oh, des huîtres visqueuses, c'est bon ça. Il bouffe tout, c'est bon. J'ai vu un reportage sur Depardieu, dès qu'il se croise un truc, il dit mais ça rôti, ça doit être pas mal. Tu sais, mais j'ai toujours soupçonné qu'il bouffait les huîtres avec leur écaille, mais enfin, je suis pas certain. Des oreilles de porc, formidable, c'est délicieux. C'est très bon les oreilles de cochon, ça c'est très bon, je recommande à tout le monde. Non, mais voilà ce qu'on voulait vous dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous arrivons dans le moment où l'Europe, les États-Unis, qui doivent financer des déficits gigantesques, pour des raisons légales, puisque maintenant on a piqué le pognon des Russes, on peut piquer le pognon de n'importe qui sans aucun procès, et pour des raisons que la rentabilité du capital est très faible en Europe et aux États-Unis, donc les gens ne vont pas aller investir parce que c'est pas la peine. Donc on va se retrouver devant une pénurie d'épargne. Donc ça veut dire que nos monnaies vont devoir baisser à un niveau, comme celle des pays asiatiques en l'an 2000, à un niveau où nous serons tellement sous-évalués qu'on réussira quand même à être compétitifs. Eh ben, moi, c'est pour ça, si vous voulez, que j'ai pas tellement envie d'avoir des obligations françaises, des obligations allemandes ou des obligations américaines. Je me dis, on est parti pour ramasser là-dessus, la gamelle, vous allez perdre 80%. Déjà, vous avez perdu 25 ou 30. Donc, et l'immobilier va s'écraser aussi. Et l'immobilier va s'écraser, mais il sera peut-être pas cher, il sera peut-être cher, il restera cher en francs ou en euros.
Bah, il restera cher en euros, mais c'est sûr que si l'euro en ne bas veut de rien, taille, il sera moins cher. Oh, ben voilà, c'est ça. Si l'euro se casse la gueule de 80%. Donc, on a bâti des systèmes qui sont insoutenables. Nos systèmes financiers, ce que j'ai dit souvent, la France représente 1% du PIB mondial et à 10% des dépenses sociales mondiales. Donc, ça ne tient pas, quoi. Donc, ça veut dire que tous ces transferts sociaux qui sont à l'origine de notre déficit budgétaire, on ne va plus pouvoir les assumer. Donc je ne fais pas de soucis pour l'immigration. Et pourtant, on nous explique en ce moment qu'il faut faire des semaines de 3 jours, travailler moins, ainsi de suite. Je dis, les gars, vous n'avez pas l'impression d'aller contre la grande machine du temps, alors que déjà, on est déficitaire, qu'on va véritablement devenir un pays de peigne-cul. Les gens viendront pour voir le Louvre et Versailles, et puis repartiront en disant, c'est quand même dégueulasse. Hein. C'était un beau pays dans le temps. Vous avez la même impression, vous savez, quand vous allez... Comme quand vous allez en Égypte. Quand vous allez à Venise, vous dites que c'était vachement mieux. Mais Venise, pendant 10 siècles, ils ont été la principale puissance européenne maritime et tout. Et puis maintenant, il y a tellement de touristes que les palais s'enfoncent. Mais à part des touristes, il n'y a personne, il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie à Venise. Il n'y a plus de vie à Venise. Donc, encore une fois, surveillez les flux financiers et regardez pas trop les flux mesurables, parce que ça commencera avec des restrictions sur les flux financiers. Et ça a commencé déjà. Ça a commencé. Donc voilà ce qu'on voulait vous dire. Donc, essayons de résumer ce qu'on a dit. L'inflation, c'est un phénomène monétaire qui est toujours suivi par la hausse des prix. Donc n'accusez pas ne mettez pas des gens responsables de la hausse des prix qui n'ont rien à voir. C'est la Banque centrale, c'est Madame Lagarde qui est responsable de la hausse des prix. Et 2, comme on essaye de s'en sortir par l'inflation et qu'on n'est pas très productif, nos monnaies ne peuvent pas se péter la gueule parce qu'on ne va pas être financé jusqu'à la fin des temps par des gens à qui on donnera rien de valable en échange, quoi. Donc, moi, c'est ce que ils vont racheter nos actifs petit à petit, ça a déjà commencé, mais il y aura un moment, on n'aura plus d'actifs à leur vendre. Voilà. Déjà, les États-Unis ont vendu une partie importante de leurs grandes sociétés au reste du monde pour financer leur déficit, mais tout ça est inquiétant, mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que quand vous regardez ces choses-là, ce sont des choses qui sont visibles depuis 5, 10, 15, 20 ans, sur lesquelles j'ai écrit abondamment. Et les gens vous parlent de l'avortement dans la Constitution et convoquent le Congrès à Versailles. Donc on a vraiment l'impression des gens qui, à Constantinople, pendant que les Turcs étaient en train de grimper sur les murailles, discutaient du sexe des anges. Oui, mais on est complètement dans ça. On est complètement dans une espèce d'immédiateté où il n'y a plus un gars sérieux qui regarde des trucs et qui dit les enfants... J'ai envie de dire, Français, vous êtes aussi responsables. Quand tu vois que les gens sont capables de voter pour Louis Boyard ou des gens comme ça et d'envoyer des gamins qui n'ont même pas de structure mentale, indépendamment du gars, je veux dire, d'où on envoie à l'Assemblée nationale des gens qui ont leur bac, point. Mais enfin, c'est pas parce qu'il est passé chez Hanouna, les gens. Réfléchissez un peu, qu'est-ce que vous voulez que ça donne ? Ça donne ce que ça donne, c'est-à-dire que vous n'êtes pas gouverné. Vous avez des gens qui font des mesures stupides parce que vous avez élu des gamins. Et on est dans une période de crise et il aurait fallu des gens avec un peu de bouteille, issus peut-être de sociétés civiles, je ne sais pas, mais en tout cas, qui auraient eu quelque chose à dire. Ou simplement qu'on demande leur avis aux Français sur les mesures qu'on prend, pas l'intermédiaire. Ou alors revenons à un RIC. Mais en tout cas, c'est pas en élisant des Louis Boyard et consorts et des Sandrine Rousseau que pour faire des débats autour de la viande grillée, qu'on va s'en sortir dans cette période qui va devenir extrêmement difficile avec... Et plus elle devient difficile, plus on nous fera des faux semblants, tu sais, des coups de bonneteau. Regardez là, parce qu'ils veulent surtout... Oui, où est la reine. Et pendant ce temps-là, eux, ils sont en train de saccager le pays. Ils sont en train de et nous, on s'occupe de savoir s'il faut une semaine de 3 jours et demi. Donc voilà ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui. C'est pas follement gênant, mais si vous voulez en savoir plus, lisez donc sur l'Institut des Libertés le dernier papier, parce que c'est celui où on explique un petit peu ce transfert de liquidité. Et je crois vraiment que ça vaut la peine que vous réfléchissiez, parce que ça va changer un peu votre vie. Par exemple, si vous êtes dans les marchés à l'exportation à partir de la France, si vous avez tenu le coup jusqu'ici, il est probable que votre vie va beaucoup s'améliorer. Mais si vous faites qu'importer des produits de Chine pour vivre, il est probable que votre vie va se détériorer, quoi. C'est donc... Il faut que vous réfléchissiez un petit peu à où vous vous situez dans cette inversion qui va se produire. Mais pour pouvoir exporter, il faut des produits qui soient à forte valeur ajoutée dans le luxe et ainsi de suite. Parce que tu vois, toutes les enseignes, par exemple, qui certes fabriquent elles aussi au Bangladesh ou ce que tu veux, mais comme Camaïeu, Kouka et ainsi de suite, tout ça, ça dépose. Hein. Oui, ça dépose. Il y a une liste de 15 grandes anciennes. C'est pour ça que les marges, je peux dire quelque chose à M. Ruffin, c'est que les marges de ces sociétés ne sont pas montées, elles. Non. Donc il faut...
Donc la marge moyenne n'a probablement pas monté. Voilà, écoutez... Merci encore une fois de nous avoir suivis. On espère pas vous avoir déprimé, mais en tout cas vous avoir expliqué comment ça fonctionne, que ce petit rectificatif sur ce qu'est l'inflation, ce qu'est la hausse des prix, vous aura un petit peu aidé à comprendre et à naviguer dans vos conversations, en tout cas avec autrui, en légitimité. Voilà. On ne sait pas encore de quoi on va vous parler la semaine prochaine, mais ça sera... J'ai peut-être envie de parler, on va peut-être réfléchir là-dessus, il faudra que tu bosses un peu d'ailleurs. Je voudrais parler sur les périodes où les grandes fortunes dans l'histoire se sont crues autorisées à peser sur la politique. Et parce que ça nous arrive en ce moment, et il y a des solutions qu'il faut prendre, que les générations précédentes ont su prendre et qu'il faudra savoir prendre. Donc on remontera à l'époque des richissimes américains à la fin du 19e, ou à l'époque de la Renaissance, etc. Il y a des moments... On doit pouvoir remonter à Rome aussi. Oui, on peut remonter à Rome. Il y a des moments où la pression du pognon sur le système politique devient tellement insupportable qu'il faut tétrer le problème. Venise, tu te souviens, avait fait un système assez intelligent où c'était des familles à tour de rôle, ils étaient un triptyque par 2 ans. Et quand il y en avait un qui se la pétait un peu trop, on lui coupait un petit peu la tête. Voilà, et sans le prévenir d'ailleurs. Et sans le prévenir dans les escaliers, et boum. Il sortait du bureau, il y avait un échafaud, et on lui disait c'est pour vous, et pouf. Et pouf. Donc ça marchait bien. Ça marchait 1000 ans. Oui. Quand tu mets 3 gars, 2 grandes familles, voilà, il n'y en a pas une qui monte plus que l'autre. Et s'il y en a un qui veut se transformer en dictateur, hop, en sortant du bureau, on lui coupe la tête. La testa. C'est pas mal, ça limite assez peu, ça limite les coups d'État quand même. C'est affolant. Écoutez, voilà, merci encore de nous avoir suivis. Donc on vous parlera de ça visiblement la semaine prochaine. Et on vous dit merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup.